et bienvenue pour cette rentrée de Quantum. Ce n'est pas encore septembre, mais il y avait trop d'actualités à traiter. Et comme je ne veux pas faire une émission de 2 heures dès le début du mois, je me suis dit que c'était mieux de reprendre avec Olivier maintenant. C'est donc la 17e émission et on ne va pas dire une saison 2, mais quasiment de Quantum. On redémarre sur les chapeaux de roue, il s'est placé plein de choses finalement cet été. Il y a plein d'endroits où finalement les gens ne partent pas en vacances, ou en tout cas le quantique avance dans le temps et sûrement. Alors, en premier, il y a enfin eu la rediffusion de notre conférence qui datait de mars en format podcast c'était Startup for Teens, où on était intervenu avec Tara Messman sur le sujet. L'ordinateur quantique, c'est carrément pour les filles. On va vous mettre le lien pour ceux qui voudraient montrer ça à leurs ados, filles et garçons, ou même à des plus grands pour découvrir. On réexplique encore un petit peu ce que c'est que le quantique. Aux parents aussi. Et aux parents aussi, ouais. Tout à fait, parce qu'il faut les motiver à aller vers des choses qu'ils n'ont pas encore comprises. Et donc, voilà, on vous met le lien. Et puis, alors, Olivier, du coup, tu as fait quoi de tes vacances? Tu t'es reposé ou un peu les deux. J'ai travaillé, j'ai quand même passé 10 jours de vacances là récemment, où j'ai presque pas travaillé, on va dire. C'est ça. Et donc, tu es quand même parti en voyage, tu es allé à Grenoble. Ça, c'était avant. Je suis allé à Grenoble en fin juillet. Ça, c'était un voyage d'études, on peut dire. J'ai passé 5 jours absolument dingues, dont une journée qui était liée au quantique, mais 4 autres journées qui étaient liées à d'autres sujets. En fait, je suis passé d'abord à Chambéry, puis à Grenoble, visiter le LITEN. C'est un des autres sujets qu'on a à creuser là, dans les mois qui viennent, qui est le sujet de l'énergie. Donc, j'ai visité des laboratoires qui travaillent sur le solaire photovoltaïque, sur les piles à combustible, sur les batteries, sur tout un tas de sujets liés au recyclage du carbone. Donc, c'était vraiment très intéressant. J'ai passé aussi une demi-journée au LETI pour discuter d'intelligence artificielle. J'ai même fait une conférence avec Sandrine Catroux du LETI devant une petite centaine de personnes du LETI. D'ailleurs, c'était ma première conférence avec des vrais gens depuis le mois de mars. Ça fait plaisir. Ah, mais ça fait plaisir de voir des vrais gens quand même, parce que même s'ils étaient masqués, au moins il y avait les yeux, quoi. Bon. Et après, j'ai passé une journée complète avec des chercheurs du quantique que je connais bien dans le coin. Donc, il y a Maud Vinet, Tristan Meunier, Alexia Ofèvre, Marco Fellous et Rob Whitney, qui sont alors du LETI, du CNRS et du LPMMC. Enfin, je sais plus, c'est un laboratoire dont je me rappelle plus exactement du nom, du CNRS. Et on a fait en fait un point sur à la fois les qubits silicium, qui sont la spécialité du coin, et sur la thermodynamique du calcul quantique. Et c'était très, très intéressant. Ça m'a surtout permis de mettre à jour mon livre, que je vais bientôt publier. Et ça m'a permis aussi de voir à quel point la recherche, on va dire, fondamentale et appliquée sur le calcul quantique nécessitait de croiser tout un tas de disciplines différentes. Je radote peut-être sur le sujet, je pense que je le répéterai très, très souvent, et de constater surtout que ces disciplines, elles sont maîtrisées en France. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de au-delà de la conception des qubits eux-mêmes, il y a tout un tas de technologies périphériques aux qubits qu'il faut maîtriser, notamment des technologies qu'on peut qualifier de classiques, hein, des composants électroniques, des systèmes de cryogénie, tout un tas de choses qui sont autour du processeur quantique et qui sont nécessaires pour faire un ordinateur. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs dans des laboratoires différents qui collaborent entre eux pour faire ce genre de choses. Et c'est rassurant de voir qu'il y a un bon travail d'équipe entre ces différentes disciplines. Bon, donc tu y as passé un très bon moment, tu as encore appris plein de choses et tu vas encore nous écrire plein de papiers là-dessus. Mettre à jour le livre, le livre, aidé par tous les gens. On doit en parler à la fin, mais donc en effet, dans 15 jours, à peu près, hein, c'est ça, 15 jours, tu vas nous ressortir un pavé de combien de pages? Alors aujourd'hui, j'en suis à 672. La version précédente était de 504. Voilà. Bon, ça a pris qu'une petite centaine, 570 pages, c'est ça? Tout va bien. Voilà. Mais ça se lit en pièces détachées, hein, comme une série télé. Tout à fait. Il y a des thématiques et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aller piocher sur des thématiques. J'en ai quasiment une quinzaine de nouvelles, des thématiques. Hein. C'est très bien. Exemple de thématiques complètement nouvelles que d'ailleurs personne n'avait jamais produites par écrit. Il y a une thématique sur l'énergie. Notamment réalisée avec Alexia Ofèvre, dont c'est la spécialité, et une autre thématique sur les matières premières. Donc, je me suis intéressé à l'inventaire de toutes les matières premières qui sont utilisées dans les technologies quantiques pour voir lesquelles étaient rares ou moins rares, d'où elles venaient, quels pays les produisaient,
quelle transformation elles subissaient et éventuellement quel était leur coût environnemental. Et c'est un inventaire qui fait quelques pages, 6-7 pages, qui est assez fascinant. C'est un exemple, hein. Il y a d'autres exemples. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça permet de savoir justement avec quelle matière on pourrait être dépendant ou codépendant de certains pays et d'autres où on pourrait peut-être être plus autonome. Et ça a peut-être des enjeux qui ne sont pas inintéressants aussi, hein, en plus des coûts. Donc voilà. Moi, il y a un autre chapitre que j'aime bien et qui s'est bien agrémenté parce qu'on en redécouvre et on redécouvre même des anciennes séries et films. C'est la partie science-fiction. Qui est nouvelle, qu'on a fait un peu ensemble, voilà. Et où on a essayé de voir un peu quelles étaient les sources d'inspiration de science-fiction même en voyant des qui intégraient du quantique. J'ai redécouvert que des fois, ils disaient quantum et du coup, on a pu les rajouter. Et c'est vrai que j'avais oublié certains films ou séries. Comme quoi, ça date pas d'hier, mine de rien, l'intérêt du quantique, même si ça se... Il y a une recrudescence, là. Il y a une recrudescence, et d'ailleurs, on reviendra dans la prochaine émission très sûrement sur le dernier film de Christopher Nolan, Tenet, où a priori il y en aurait encore un petit peu. Alors, on va oui, c'est un peu stretch quand même, mais bon, on va voir. Ah bah ils jouent tous avec le time-space, l'espace-temps et tout, mais voilà. On va voir si le mot est dit ou pas et comment c'est amené dans le film. On vous racontera si c'est intéressant, réalisable, réaliste ou pas. Alors, dans les grosses annonces, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait aussi cette émission cette semaine, parce qu'on nous a posé plusieurs fois la question et donc on ne va pas vous laisser plus de suspense, c'était autour de l'annonce de la mise en service d'Amazon Braket pendant le mois d'août pour le marché US, qui est l'offre de calcul quantique en cloud d'Amazon et qui permet l'accès à des D-Wave, IonQ et Rigetti. Donc voilà, est-ce que tu peux, du coup, Olivier, nous dire exactement à quoi ça va servir, quel est l'intérêt et est-ce que c'est intéressant d'ailleurs ou est-ce que c'est juste une annonce marketing? Il y a un peu tout ça à la fois. Il est clair que les grands leaders du cloud aujourd'hui ne peuvent plus ignorer le calcul quantique. Donc, ils sont tous obligés, alors c'est vrai d'IBM, de Google, de Microsoft, ils sont tous amenés à offrir des ressources de calcul quantique dans le cloud. Alors, il y a deux types de ressources qui sont proposées en général. Il y en a une qu'on appelle les ressources d'émulation, c'est-à-dire la capacité à exécuter un code quantique, mais qui va tourner sur une machine normale, qui de ce fait va être limité en nombre de qubits à une quarantaine de qubits grand maximum. Et en parallèle, selon les offres matérielles dont ils disposent, soit en propre comme IBM, soit tierce partie pour Amazon ou Microsoft, de permettre l'accès à des calculateurs quantiques. Le paradoxe étant qu'aujourd'hui, les calculateurs quantiques qui sont proposés et par Microsoft et par Amazon, qui ont des offres à peu près équivalentes, sont plus limités que les offres d'émulation en nombre de qubits. Ceci étant, Amazon, ils ont fait un choix que je trouve assez judicieux, puisqu'ils ont associé deux types d'ordinateurs quantiques dans leur offre de cloud. D'un côté, l'offre de D-Wave, qui est la plus ancienne sur le marché, qui est une offre un peu particulière, qui d'ailleurs est celle qui est probablement la plus utilisée aujourd'hui, même si elle est très contestée par tout un tas de physiciens, qui utilisent ce qu'on appelle le recuit quantique, le quantum annealing, qui permet de faire des calculs sur 2000 qubits, mais avec une faible précision, mais qui permet de résoudre un certain type de problème. Et à côté de ça, ils ont mis des machines d'IonQ et Rigetti, qui sont limitées à même pas une à deux douzaines de qubits supraconducteurs, et qui permettent de faire des petits calculs relativement simples. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'investissement qu'Amazon a mis dans ce projet. Ils ont créé en fait un centre quantique à Caltech, donc l'université californienne. C'est là où ils ont installé leur centre qui s'appelle AWS Center for Quantum Computing. Ils ont recruté des chercheurs de Caltech, dont le directeur de ce centre qui vient de Caltech. Et autour de ça, ils ont développé Amazon Braket, qui est en fait une sorte de SDK maison, donc de kit de développement maison qui s'appuie sur le langage Python et qui permet de supporter les environnements de développement des machines qui sont visées, D-Wave, IonQ et Rigetti. Et en même temps, ils ont lancé des partenariats avec un certain nombre d'éditeurs de logiciels. Donc des gens comme Xanadu, comme Zapata, comme QCware ou OneQubit, qui sont des éditeurs de logiciels qui ont quelques années d'ancienneté et qui fournissent en fait des bibliothèques de code métiers en général, tu vois, pour faire de la simulation chimique, de l'optimisation, du machine learning, comme c'est le cas de QCware. Et donc, voilà, c'est une offre qui n'est pas très éloignée de celle de Microsoft,
qui est un petit peu voisin, puisque Microsoft n'a pas de calculateur aussi en propre, puisque leur Fermion Majorana ne marche pas encore. Et alors, Microsoft, eux, ils n'ont pas d'E-Wave, mais ils ont Honeywell à la place, je crois, avec ses qubits à ions piégés. Ouais. Bon, voilà. Donc, moi, je pense que c'est surtout un moyen pour eux d'occuper le terrain. C'est un moyen de se faire la main. Il faut savoir que quand tu mets en place des ordinateurs quantiques dans le cloud et que tu es un opérateur de cloud, il faut quand même mettre en place des outils de gestion. Ça nous ramène peut-être au mainframe des années 70. Il faut gérer des batchs, en fait. C'est-à-dire qu'il faut gérer des files d'attente. Il faut que les gens puissent soumettre leur badge de calcul. Et comme un ordinateur quantique, ça a une caractéristique, c'est que ce n'est pas multi-utilisateur. Il faut savoir qu'un ordinateur classique aujourd'hui, un bête serveur Intel, il peut faire tourner plusieurs sessions en même temps. Et un cluster de serveurs encore plus. Dans un ordinateur quantique, à un moment donné, il n'y a qu'une seule session qui marche. Donc, en fait, il faut les sérialiser, c'est-à-dire qu'il faut les mettre les unes après les autres, créer un outil de gestion de ça, donc de gestion de ces batchs. Donc ça, c'est proposé ou en open source ou par le fournisseur de la solution au cloud. Et après, ça va ventiler le code sur les différentes plateformes qui sont disponibles. Soit quand on a plusieurs ordinateurs de la même marque, soit qu'on a des ordinateurs différents, mais qui vont exécuter un code différent. Et il faut que les compilateurs soient adaptés à chacun des ordinateurs. Donc c'est quand même une usine à gaz intéressante. Pour l'instant, il faut considérer que Amazon Braket, comme l'offre de Microsoft, et d'ailleurs aussi comme celle de Google et d'IBM, sont des offres pour se faire la main. Il y a quelques rares algorithmes qui peuvent être mis en production à toute petite échelle, notamment ce qu'on appelle des algorithmes hybrides, qui associent du calcul classique avec du calcul quantique. Mais dans la plupart des cas, c'est pour que les développeurs commencent à se faire la main sur du code quantique, voir à quoi ça ressemble, tester des petits algorithmes, on va dire l'équivalent quantique du Hello World qu'on apprend dans la programmation graphique. Voilà à quoi ça sert pour l'instant. Mais petit à petit, plus la puissance des machines montera, évoluera, plus ça s'approchera d'applications industrielles. Non, mais c'est pas mal d'y aller dès le début et en tout cas de prendre la température et de faire des tests avant que ce soit le moment de déployer en gros et de se prendre des grosses... Alors, et il y a un petit détail, c'est qu'on a beau être dans le cloud, l'offre d'Amazon Braket n'est opérationnelle qu'aux États-Unis. Oui, il y a des frontières, il y a des frontières visiblement. Bon, je vois pas pourquoi, parce que tout le monde peut utiliser un système en cloud en anglais, quel que soit le pays. Mais ils ont décidé de l'offrir qu'aux États-Unis pour l'instant. Oui, il y a peut-être plusieurs raisons qui sont soit politiques, soit pour justement limiter peut-être le nombre de demandes en connaissant le nombre d'universités ou de boîtes qui pourraient les utiliser et pas se retrouver avec trop de C'est possible. Je me rappelle pas qu'IBM ait fait la même chose quand ils avaient démarré en 2016. Il me semble qu'IBM avait ouvert leur offre à l'échelle mondiale tout de suite. Il est possible qu'effectivement, ils soient prudents. Bon, le marché US, c'est à peu près un tiers du marché mondial. Peut-être pour pas dire non, la Chine, vous pouvez pas utiliser, donc on fait que les US, comme ça on dit non à tout le monde entier. La Chine a déjà mis en œuvre des offres équivalentes via Alibaba et Beidou. Alibaba a une offre de calcul quantique en cloud de 11 qubits, il me semble, depuis au moins 2 ans. Beidou doit avoir une offre plutôt d'émulation qui est disponible aussi. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la Chine. Non, tu as raison, c'est probablement l'histoire de la montée en puissance. On commence par un tiers du marché mondial et on vérifie que les serveurs ne plantent pas, que le batch paraît assez plausible, et d'avoir un SAV dans une langue. Je pense que l'autre raison, elle est peut-être opérationnelle, elle est liée au fait que quand tu mets en œuvre une offre quantique comme ça, ce serait quand même mieux d'avoir quelques compétences dans les filiales. Et je ne suis pas sûr qu'Amazon ait pour l'instant des compétences quantiques dans ses différentes filiales. À ma connaissance aujourd'hui, quand on prend les très gros acteurs du quantique, IBM est celui qui a le plus de ressources terrain. On sait qu'en France, ils ont un centre à Montpellier, ils ont une petite dizaine de personnes, donc ils ont du skin in the game. Ils ont vraiment des gens compétents sur le sujet qui savent en parler. Ils ont démarré il y a 2 ans. Microsoft, on sait qu'ils ont 1,5 personne à peu près. 2, maintenant. On va dire 2. Et chez Google, c'est pas chez clair. Google, on a vu que c'était quelqu'un de la finance pour l'instant qui était plutôt sur le sujet et qui est en train de découvrir un peu aussi le sujet. Mais c'est pas quelqu'un qui vient du quantique. Donc, ça demande en effet de trouver des gens et des ressources. Et on manque encore de gens. On sait d'ailleurs que la formation commence à se structurer, mais on n'est pas les plus en avance côté formation de nos jeunes sur le sujet. Bon, et ça ne s'improvise pas d'être évangéliste, comme le terme qu'on utilise dans le monde de la tech, pour faire de l'avant-vente technique sur ce genre de techno. On ne peut pas apprendre ça en 1 mois, 2 mois. Enfin, ça peut s'apprendre en quelques mois, mais il faut quand même avoir un certain background.
Et les personnes qu'on connaît chez IBM et chez Microsoft, elles ont un background qui est quand même de contient une formation plusieurs initiale, dizaines, pratique, quinzaine d'années, générale. plus voilà, c'est des Voilà. ingénieurs, des gens qui ont fait des études poussées, qui connaissent soit la physique, soit en tout cas qui ont un background qui est quand même assez long et large. Ok, alors justement, on parlait d'IBM. Eux aussi, ils ont fait une annonce qui est en août, avec ils La semaine auraient dernière, la semaine voilà, dernière. exactement, c'est tout beau, tout frais. Ils ont atteint un volume quantique de 64. Pourquoi pas 42? Non, c'est Bah, c'est quoi ce un que je volume me quantique? disais. Ouais. Bah, on en C'est avait quoi parlé en mars. On en avait déjà parlé en mars parce que c'est le même chiffre qui avait Oui, été brandi par Honeywell en mars. Et Honeywell avait dit qu'en juin, ils atteindraient ce niveau et ils l'ont atteint. Mais ce volume quantique, c'est probablement le truc le plus pipeau qui soit dans le monde du quantique, je trouve. Ça déplaira à mes amis d'IBM. Mais franchement, c'est vraiment un énorme pipeau parce que c'est un chiffre unique qui décrit un système qui est relativement complexe. C'est un chiffre qui est censé recouvrir la capacité d'un ordinateur quantique à aligner à la fois un grand nombre de qubits, mais de permettre d'exécuter ces qubits sur un grand nombre de portes, c'est-à-dire d'exécuter des séquences d'opérations à la queue leu en nombre suffisant. Et pourquoi c'est important d'avoir à la fois beaucoup de qubits et une profondeur de calcul? C'est lié au fait que les qubits d'aujourd'hui, et ceux d'IBM n'y échappent pas, ils génèrent du bruit et un taux d'erreur. Et ce taux d'erreur, il s'accumule après chaque opération. Et donc, au bout de 10 opérations, on a un taux d'erreur de plusieurs pourcents. Donc, ce qui fait que le calcul, il foire au bout de 10 à 20 opérations. Donc, en gros, bah, plus on va pouvoir exécuter d'opérations à la queue leu, mieux c'est. C'est comme si on disait, tu codes en PHP ou en Python, mais au bout de 10 lignes, t'arrêtes, quoi. ouais. Heureusement que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Donc, en gros, voilà. Alors, le problème, c'est que le volume quantique de 64 qu'IBM a atteint, il est atteint avec un ordinateur de 27 qubits. Le problème, c'est que 64 et 27, ça ne colle pas. Et la raison, elle est liée au fait que la définition stricte de ce que c'est que le volume quantique, c'est en fait en général un chiffre qui est un carré. Donc c'est 8 au carré, c'est 8 fois 8. Pourquoi? Parce que ça correspond en fait à la capacité à exécuter sur 8 qubits, 8 portes quantiques à la queue leu, sur un algorithme qui est aléatoire, de telle manière que le résultat soit bon à 66% des cas. Donc, ok, je ne sais pas je sais pas si c'est très pertinent. Et donc, c'est ça la définition. Alors, Honeywell, ils obtiennent aussi un volume quantique de 64, mais avec seulement 6 qubits. La raison, c'est que leurs 6 qubits, ils sont plus fiables. Donc, Ouais. ils peuvent, sur seulement 6 qubits, exécuter un plus grand nombre de portes. Et à la fin, ça fait 64. Enfin, je ne sais pas comment dire. 64 divisé par 6, ça ne colle pas. Mais en gros, ils sont capables d'avoir plus de portes à la queue leu. IBM, ils sont obligés de faire 8 par 8 pour que ça génère ce résultat. Et encore, le 8 par 8, c'est une interpolation. Parce que IBM n'a pas communiqué de papier scientifique détaillé sur cette performance. C'est que de la com marketing. Ok. Donc, c'est comme si je te disais que ton smartphone, il a une puissance de 33. Ce serait bien avancé. Et le mien, il a 37. Et 37 quoi? Ah bah c'est un schmilblick qui mélange la mémoire, le CPU, le Ouais. GPU, l'écran, la taille de l'écran et tout ça, quoi. Ouais, c'est un peu Ouais. comme les 5 étoiles des critiques Alors, de films le aussi. pire, c'est qu'il y a les gens qui entendent volume quantique de 64, ils croient que ça veut dire 64 qubits. Bah oui. Ce qui n'est pas le cas. Alors, sachant qu'IBM, par ailleurs, On a peut un dire qu'ils ordinateur sont venus quantique qui dire est dans ça. son cloud de 53 qubits. Mm. Mais ce n'est pas celui-là qu'ils ont utilisé pour atteindre le volume quantique de 64, parce qu'il se trouve que leurs 53 qubits, ils sont très bruités, donc ils ne peuvent pas être utilisés dans un benchmark officiel. Ils ont été obligés de se rabattre sur l'ordinateur de 28 qubits qu'ils ont annoncé au CES de Las Vegas en janvier dernier, qui est moins bruité de celui de 53 qubits, et qui permet d'avoir un volume de 64 avec juste 8 qubits. C'est tordu quand même comme histoire. Ouais, un petit peu, mais bon. Au moins, ça fait de l'actualité, ça nous permet de faire des Ça podcasts. permet de faire le kéké et de décortiquer le truc, mais bon, ce que j'aimerais et ce que tout le monde aimerait, c'est que les qubits supraconducteurs et ceux d'IBM et ceux de Google, ils soient plus fiables et qu'ils puissent en aligner plus. Et on sait que c'est très compliqué d'un point de vue ingénierie, hein, parce qu'il y a des problèmes de fil, il y a des problèmes de composants électroniques de contrôle, il y a des problèmes aussi de taux d'erreur, hein, qu'on arrive à diminuer petit à petit, mais la diminution est quand même trop lente aujourd'hui pour augmenter significativement le nombre de qubits. Donc, il y a encore du taf pour aller de l'avant. Et IBM et Google sont assez discrets sur le sujet, sur la manière dont ils vont aller au-delà des 53 qubits d'aujourd'hui. Bon, eh ben, écoute, on va continuer à voir. Est-ce que la prochaine fois, du coup, ils vont nous faire un 128?
On va voir s'ils doublent. Alors, ils vont peut-être faire 100, parce que ça sera 10 par 10. Ouais. Ouais, Ou 9 par 9, 80. 9 par 9, ouais. Pourquoi pas. Alors, sinon, ça s'active aussi toujours aux USA. Alors, eux, carrément, ils font création de 3 hubs quantiques pendant le mois de juillet qui sont financés par la NSF à hauteur de 75 millions de dollars sur 5 ans. Il y en a un premier qui est dédié à la métrologie quantique et qui est piloté par l'Université du Colorado, un deuxième qui est dédié au calcul quantique et qui sera piloté par l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign et le dernier donc qui est aussi sur le calcul quantique et plutôt côté logiciel piloté par l'Université de Berkeley. Alors, ces 3 hubs, ça va regrouper combien d'institutions académiques et laboratoires et partenaires? Parce que ça a l'air d'être quand même un gros truc. Comment ça c'est gros et pas gros à la fois, parce qu'il y a déjà plein de labos aux États-Unis et plein d'universités qui sont dédiées au quantique. Hein. Là, ils ont essayé de regrouper autour de 3 universités 16 institutions académiques, donc sous-entendu des labos d'université, 8 laboratoires nationaux, donc comme l'OERNL, enfin tous les labos du département de l'énergie, et 22 partenaires industriels qui sont à la fois des startups et des entreprises établies. Donc c'est un moyen d'essayer de coordonner un petit peu la recherche et les écosystèmes quantiques autour de ces 3 sujets importants. On va dire le hard quantique, le soft quantique et puis la partie métrologie. Néanmoins, le financement ne me semble pas énorme pour les États-Unis, parce que 75 millions de dollars sur 5 ans, divisé par 3, ça fait 25, divisé par 5, ça fait 5 millions par an. Alors, c'est sous-entendu lié au fait que ces hubs, ils vont probablement être complétés par du financement privé et du financement des universités. Donc, on peut dire qu'ils vont multiplier ça par 3 à 4 pour que ça tienne la route. Quoi. Même là, ça reste pour du quantique pas si énorme que ça en fait. C'est pas énorme, mais il faut bien voir que les laboratoires qui sont fédérés par ce genre d'initiative sont des laboratoires qui ont déjà leur propre financement. Les États-Unis ont annoncé en plusieurs étapes un financement de plus de 2 milliards de dollars étalés sur 5 ans de leur plan quantique. Ça alimente par des appels d'offres NSF, par le département de l'énergie et par le NIST, qui est un peu l'équivalent du laboratoire national d'essai français qui gère la standardisation et qui travaille beaucoup sur la métrologie, mais aussi sur le calcul quantique et les télécommunications quantiques. Eh bien, tout cet argent-là, il est disséminé par des appels à projets sur un grand nombre de laboratoires qui ont par ailleurs leur financement. Donc, la notion de hub, qui a des équivalents en France dont on avait déjà parlé, elle est surtout liée à la capacité à animer un écosystème, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens se rencontrent, à coordonner la recherche et la valorisation dans les entreprises, aussi bien les startups que les gros acteurs privés. Donc c'est vraiment un rôle d'écosystème, c'est un rôle de dynamisation d'écosystème autour de grands projets. Ça ne remplace pas les projets de recherche qui sont menés par les uns et par les autres. C'est ça le rôle principal. Alors, ça a un équivalent aussi au Royaume-Uni, qui a mis en place 4 hubs déjà depuis 2014. Et les hubs anglais sont assez voisins de ces hubs américains, à savoir qu'ils sont fédérés autour de grandes universités. Alors, c'est souvent, je crois que c'est Oxford, Cambridge, Bristol et je ne sais plus quel autre. Toutes les universités anglaises sont associées à ces 4 universités qui sont un peu le pivot de ces écosystèmes. Et les Anglais, eux, ils s'étaient donné comme objectif, quand ils avaient lancé ça il y a 6 ans, de faire en sorte que les institutions académiques génèrent un maximum de startups. Et les Anglais s'en sont plutôt bien sortis, puisqu'ils ont créé plus d'une trentaine de startups dans ce laps de temps. Bon. C'est pas mal. Quand je serai grande un jour, je ferai ça. Je ferai des quantum parties géantes pour animer l'écosystème du quantique en France. Ah bah peut-être que c'est pour bientôt. Hein. Écoute, si seulement, ça pourrait être sympa. Tu sais, en France, on a déjà plus de 20 startups et PME dans le secteur, donc on n'est pas ridicule. Hein, donc, non, mais si un jour, il y a un poste qui se crée... Bon. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il va y avoir une annonce d'un plan national quantique français? Il faudrait me découper en morceaux pour que je dise ce qu'il en est. On va dire que c'est possible que ça ait lieu en septembre. Possible, ouais. Il y a des bruits. Non, mais c'est normal. On sait, et c'est plus ou moins public, que le plan quantique il va être annoncé dans le cadre, plus ou moins, de l'annonce du plan de relance industrielle que l'État prépare. C'est un plan qui contient un grand nombre de composantes sur l'énergie, sur les transports, sur l'agriculture, la santé, sur le numérique aussi. Et le plan quantique fait partie de cet ensemble. Mais moi, j'espère encore que le plan quantique sera annoncé en tant que tel, séparément de l'ensemble de ces systèmes de plans à l'après-vert. Et donc, il n'est pas impossible que c'est élu dans quelques semaines. Ça va aller très vite.
Voilà. D'ailleurs, on était indirectement content, alors même si tout le monde n'a pas forcément le même avis, mais moi qui suivais de très très près, comme le lait qui bout, la préparation du plan quantique, j'étais inquiet du remaniement ministériel qui a eu lieu entre début et fin juillet, parce que quand tu changes un ministre et ses cabinets, ça déstabilise tous les plans en préparation. Ouais. Bah, il se trouve que le plan quantique a eu la baraka, puisque tous les ministres concernés, que ce soit Bruno Le Maire, Cédric O, Florence Parly côté armée et Frédéric Vidal côté recherche ont été reconduits. Alors on peut avoir l'avis qu'on a sur chacun de ces ministres, mais ils ont été reconduits, ce qui fait que leurs cabinets ont été reconduits, ce qui fait que ça a garanti une certaine stabilité sur la finalisation du plan. Voilà, ça évite que ce soit repoussé au calendrier grec. Et je sais qu'ils y bossent tous et que ça avance bien et que donc Alors le cas particulier de Cédric O était assez perturbant parce qu'il a mis 3 semaines à être reconduit, le coco. Hein, donc il a attendu 3 semaines. Je ne sais pas pourquoi il a été puni. Mais c'est pas lui, hein, c'est tous les secrétaires d'État. C'est tous les secrétaires d'État. Ils ont attendu 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, ils étaient au chômage technique en attendant d'être reconduits. Bah, écoute, ça leur a fait des vraies vacances. Non, mais il y en a qui n'ont pas été reconduits. Hein. Lui, il a été reconduit, mais il y en a qui n'ont pas été reconduits. Ils ont attendu 3 semaines pour le savoir. Donc, ouais, c'était une première aussi longue, je crois. Ouais. Dans le cadre d'un remaniement ministériel. Et écoute, un truc qu'on espère qui ne sera pas repoussé au calendrier grec parce qu'elle est enregistrée depuis des semaines, et d'ailleurs on en a même 2, c'est les prochains décodes quantum que nous faisons avec French Web et Richard Menveux. Et il y a entre autres une guest star. On espère qu'elle sera diffusée début septembre. Richard, si tu nous entends, on compte sur toi pour la proposer. C'est avec Alain Aspect, Alain Aspect, le gars qui a prouvé l'intrication quantique dans les années 80. Et c'est une émission qui mérite vraiment d'être écoutée parce qu'elle est pleine d'anecdotes, elle est pleine de compréhension du sujet et que le monsieur est un personnage et que ça mérite comme tous les autres qu'on a interviewés. Mais celle-ci a un petit côté historique et en plus, qui est raconté d'une façon qui est très, très... c'est passionnant. Donc, c'est la plus longue aussi, hein, elle dure 1h30. Bah, peut-être d'ailleurs qu'elle sera diffusée en 2 épisodes. Bon, ce serait... Non, on peut tout mettre en un seul morceau, mais bon, on s'embête pas. On ne s'est pas embêté à l'enregistrant, donc je pense qu'on ne s'embêtera pas en l'écoutant. Non, c'est passionnant. C'est comme de rencontrer... certains personnages de bouquins d'histoire et avec une certaine gouaille, avec l'accent du Sud en plus. Exactement. Eh bien, écoutez, on a presque fait une demi-heure pour ce premier décode quantum de la rentrée. Merci Olivier, finalement de quasiment pas avoir pris de vacances pour nous raconter plein de choses. Et puis, on se retrouve... dans quelques semaines, on va voir quel est notre nouveau rythme de croisière, puisque j'ai quelques nouvelles fonctions aussi qui m'occupent et il va falloir gérer tout ça. Mais vous aurez des décodes quantum tous les mois, ça c'est promis. Des quantum tout court, puisque les autres, c'est avec Richard. Parfait, à la prochaine. Ciao.